Donc voilà, je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour cette rencontre du Cercle Personnes Âgées sur la paire et danse dans le secteur du grand âge. On s'est dit que c'était sans doute des opportunités pour vous. C'est la première rencontre de l'année, donc on est heureux de vous retrouver. Je vous donne un petit peu les éléments du contenu de ce matin. Donc, je vais vous présenter quelques éléments introductifs sur la paire aidance, hein. Je ne suis pas une spécialiste, donc je suis allée les piocher à droite à gauche et ils peuvent être sujets à questions et à débat. Ensuite, on aura des retours d'expérience de la Fondation de l'Armée du Salut et de l'EHPAD Les Bougainvillers. On vous proposera un temps de questions-réponses sur les interventions qui ont été menées par nos deux intervenantes. Et puis, vous avez vous-même des retours d'expérience ou des questions sur le sujet. Nous serons preneurs de vos questions-réponses et de vos retours d'expérience. Alors, peut-être juste petite définition sur la paire aidance. Euh, Attendez, je vais enlever. Hop, c'est parce que voilà, je me vois. Donc, la paire aidance, je suis allée chercher les définitions, hein. Ce que j'ai trouvé, c'est que ça désigne un processus d'entraide entre personnes qui ont une expérience vécue similaire, qui est souvent liée à une situation de vulnérabilité. Le père aidant, c'est en général une personne qui est formée, qui mobilise son expérience personnelle pour accompagner d'autres personnes qui traversent des situations identiques, dans une logique d'égal à égal. C'est à distinguer du bénévolat classique ou du soutien entre les usagers, puisque l'expérience vécue, la spécificité de la paire aidance, c'est que l'expérience vécue, en fait, est une compétence professionnelle ou semi-professionnelle qui peut être parfois rémunérée. L'historique, alors je vais rapidement, hein, mais vous voyez, c'est quand même assez récent, c'est les années 30 aux États-Unis. C'est quelque chose qui est né, on connaît tous les alcooliques anonymes, donc voilà, c'est vraiment, ça a émergé à partir de là. Ensuite, ça s'est développé dans le cadre de la santé mentale. Et puis, dans les années 2000, en France, il y a eu des premières expérimentations dans le champ psychiatrique. Et depuis les années 2010, ça s'étend beaucoup à l'ensemble des secteurs du médico-social, l'accompagnement du handicap ou de la précarité. Alors, les éléments clés que j'ai un petit peu collectés, comme je vous l'ai dit, la paire aidance se base vraiment sur une expérience vécue, mais qui est transformée en savoir expérientiel. L'importance de la posture d'égal à égal, il n'y a pas de rapport hiérarchique, et c'est une relation qui est vraiment basée sur la réciprocité. C'est aussi autour du parcours, un partage de parcours entre les personnes qui permet de redonner espoir, de renforcer le pouvoir d'agir. Et puis, ça se veut aussi complémentaire avec les professionnels. Ça se substitue pas aux compétences à l'accompagnement apporté par les professionnels. Ça vient en soutien. Alors, les freins qu'on peut identifier à la pérédance, ça peut être des réticences institutionnelles, hein. Il peut y avoir une culture dans la structure qui fait qu'on est vraiment sur une culture hiérarchique. Comme je l'ai dit avant, comme on est sur de l'égal à égal, voilà, ça peut parfois provoquer quelques freins. Et puis aussi le flou qu'il peut y avoir dans les rôles, puisque je le disais, ça se veut complémentaire, mais il faut trouver cette complémentarité. Il peut aussi y avoir un manque de formation ou de reconnaissance du statut de père aidant, parce que comme vous l'avez vu, ça reste assez récent. Un risque de confusion des places, hein, qui vient avec aussi cette question des rôles. Je sais que dans beaucoup de structures, un bénéficiaire qui devient intervenant, c'est pas toujours facile à gérer ce passage. Et puis, la difficulté qu'il peut y avoir pour une personne qui est père aidante d'articuler son expérience personnelle avec la posture professionnelle qu'on lui demande d'avoir, ou entre professionnel et puis père aidant. Les leviers que j'ai aussi identifiés dans mes recherches, il est important de pouvoir proposer des formations aux pères aidants parce qu'en fait, on passe pas d'une expérience vécue à des savoirs expérientiels ou des compétences comme ça. Qu'il puisse y avoir un encadrement clair et des espaces aussi de supervision et d'accompagnement pour les pères aidants. Qu'il puisse y avoir aussi une reconnaissance institutionnelle, hein, et une intégration dans l'équipe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs à part, ils font partie de l'équipe pluridisciplinaire. Qu'il puisse y avoir aussi une culture partagée, qu'il puisse y avoir de la construction pour accompagner dans le pouvoir d'agir et la complémentarité. Et puis aussi, bah, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir vous présenter des expérimentations qui peuvent être réussies, qui sont à valoriser. Nos intervenants nous feront part aussi des difficultés qu'elles rencontrent ou des choses qui sont encore à travailler.
Alors, dans le secteur du grand âge, c'est pas quelque chose d'évident, donc je me suis dit que c'était important de se dire, mais pourquoi ça pourrait être pertinent pour nos associations, nos établissements? Donc là, c'est des choses un peu génériques, mais qu'on peut appliquer aux EHPAD ou toute autre structure qui est en accompagnement des personnes âgées. Ça favorise la participation des personnes concernées dans leur parcours, ça renforce l'autonomie des usagers. Ça peut aussi apporter un regard qui est vécu et qui est authentique au sein de l'accompagnement. Et puis, non négligeable, ça peut enrichir aussi les pratiques professionnelles et surtout créer du lien autrement avec les personnes. Voilà, ça c'était juste pour avoir vraiment un petit cadre général, s'accorder un petit peu sur les définitions. Et je pense que et à la fois Louise et Stamena vont pouvoir compléter les choses. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Louise, hein, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc Louise, qui est de l'Armée du Salut, qui va se présenter. Sur les retours d'expérience, on les a un peu structurés avec Louise et Stamena de la façon suivante, qu'elles puissent vous présenter un petit peu leur structure, dans quel contexte elles ont réfléchi ou s'est imposé la paire et danse, quels sont les objectifs pour chacune de leurs structures ou l'intérêt de développer la paire et danse dans leur établissement, nous dire un petit peu la forme que ça prend, vous donner des exemples concrets. Est-ce qu'elles ont rencontré des freins, des difficultés, des limites? Quels sont les leviers qu'elles ont pu identifier? Et puis, quels enseignements elles peuvent nous partager qui peuvent être transférables dans vos établissements. Donc, j'arrête le partage et je propose tout de suite la parole à Louise. Merci beaucoup. Alors, du coup, bon, je me représente. Louise Bain, je suis chargée d'insertion professionnelle et coordinatrice d'un chantier d'insertion au sein de la Fondation de l'Armée du Salut. Donc, enfin, pour remettre dans le contexte, un chantier d'insertion, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, on accompagne des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. C'est un tremplin, on propose des contrats courts, donc ce sont des contrats à durée déterminée d'insertion. C'est une durée d'agrément de 2 ans à peu près, où en fait on accompagne les personnes sur le côté parcours professionnel, donc enfin voilà, trouver du travail, lever les problématiques sociales, et en parallèle ils travaillent. Donc ils ont un contrat de travail, un salaire, enfin voilà, pour travailler la posture professionnelle. Donc dans ce contexte-là, alors, nos salariés en insertion interviennent dans nos structures au sein de la Fondation d'Armée du Salut, donc centre d'hébergement d'urgence et accueil de jour. Et la particularité, c'est que nous, on met en avant la pérédance, donc comme l'a mentionné Isabelle, comme une compétence euh, pour que les salariés en insertion, enfin voilà, mettent en avant cette compétence. Donc soit un parcours de rue ou un parcours d'exil. Donc, les parcours de rue, donc ça va être vraiment, enfin voilà, enfin, personnes qui ont vécu à la rue, enfin voilà, logement indigne, etc., avec tout ce que ça peut amener, donc addiction, enfin voilà, grande précarité, voilà. Et pour les parcours exil, ce sont des personnes bah, qui ont connu un parcours migratoire et aussi, encore une fois, enfin leur arrivée en France, l'intégration. Donc voilà, ça c'est pour un peu le contexte du chantier. À la base, nous, en fait, c'était partie d'une expérimentation qui a été faite par mon directeur Emmanuel Olivier au sein de notre centre d'hébergement d'urgence pour inciter à la participation des personnes concernées. Donc, c'était des résidents qui étaient pères aidants, qui, enfin voilà, étaient un peu, enfin voilà, créer le lien entre les équipes sociales et les personnes concernées. Et en 2019, on est passé du coup en chantier d'insertion pour en fait professionnaliser les personnes. Alors, il faut savoir que la pérédance, ce n'est pas reconnu comme un métier à part entière. Donc là, sur notre chantier d'insertion, les personnes ont un emploi, enfin voilà, un poste de travail classique, donc agent d'accueil, auxiliaire de vie sociale, maître de maison, médiateur interprète. Et il y a la compétence de pérédance qui s'ajoute. Nous, c'est un critère de recrutement que l'on a, où en fait, on va évaluer aussi un petit peu le parcours de vie de la personne pour voir un petit peu bah, comment est-ce qu'elle pourrait bah, s'articuler enfin, voilà, au sein de nos structures. Donc nous, l'objectif, enfin, les objectifs enfin, voilà, de ce chantier, c'est re-questionner aussi l'institution, comment on fonctionne, enfin voilà, revoir un petit peu aussi les choses. Ce sont des personnes qui ont vécu, qui sont aussi pour la plupart sont passées par des centres d'hébergement, enfin voilà, ont connu un peu tous ces parcours-là. Donc comment est-ce qu'on peut travailler de façon différente?
inciter à la participation des personnes concernées. Ça, c'est quelque chose, enfin, voilà, qu'on essaye d'amener au maximum. Et aussi créer du lien en fait entre les personnes concernées et les équipes sociales. On a souvent beaucoup dans nos structures un peu de méfiance vis-à-vis des équipes sociales. Alors je pense que peut-être dans les EHPAD, ça peut être aussi ça aussi, enfin voilà, ce type un peu de méfiance, enfin voilà, vis-à-vis du personnel. Donc là, c'est vraiment créer un lien aussi et enfin voilà, d'apporter des ressources pour chacun. Donc autant être un soutien pour les personnes concernées, mais aussi pour du coup les équipes sociales. Donc c'était dans ce cadre-là qu'on a voulu développer la paire aidance. Donc là, en exemple concret, donc là, enfin, je vais donner un exemple très spécifique qui peut peut-être mieux être en parallèle avec les EHPAD, même si c'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Où en fait on a un centre d'hébergement d'urgence à Paris où la moyenne d'âge de nos personnes concernées est à peu près de 53-55 ans. Donc on a beaucoup de personnes âgées en perte d'autonomie. Enfin voilà, et en fait, nos salariés en insertion, on a fait en sorte aussi d'embaucher des personnes qui soient aussi en fait des personnes seniors pour pouvoir aussi voilà créer un lien de confiance, enfin voilà, de pouvoir comprendre aussi un petit peu les enjeux par rapport enfin voilà aux activités qui peuvent être proposées et aussi en fait les problématiques qu'ils peuvent rencontrer notamment sur le point de vue de santé et cette question de perte d'autonomie, de en fait de laisser quelqu'un enfin voilà prendre en charge aussi enfin voilà ses repas, faire le ménage, etc. Enfin voilà, les accompagner sur ce chemin-là. Des fois ça peut être compliqué. Donc les pères aidants sont là aussi pour ça, pour créer vraiment du lien. Voilà, donc ils vont aussi mettre en place des activités. Là, en l'occurrence, actuellement, on travaille sur un projet sur la transition écologique, où en fait, c'est sensibiliser les personnes à la transition écologique. Des personnes qui, donc, du coup, sont en grande précarité. L'écologie, c'est pas forcément quelque chose d'essentiel pour eux. Enfin, voilà, et ça s'explique, c'est complètement normal. Donc là, en fait, l'idée, c'est de travailler avec les pères aidants sur des activités qui pourraient, en fait, un peu, enfin voilà, amener, sensibiliser sur cette question-là, sans pour autant, en fait, enfin leur proposer des choses qui, du coup, sont un petit peu en dehors de leur vie, en fait, et de leur réalité. Voilà, donc ça c'est un des exemples concrets. On a aussi, enfin voilà, sur des questions d'accompagnement où en fait ils peuvent aussi apaiser les tensions des fois, ou en fait expliquer un petit peu aux équipes sociales pourquoi telle personne ne vient pas à telle heure au rendez-vous alors qu'on lui avait fixé ce rendez-vous par exemple à 10 heures le matin. En fait, le père aidant peut aussi questionner la personne, enfin voilà, dans un temps un petit peu informel pour savoir exactement ce qui se passe et peut aussi après en référer à l'équipe sociale pour qu'ils puissent eux après aménager des temps où la personne pourra se présenter du coup enfin voilà un temps où en fait elle sera un peu plus disponible. Sur les difficultés que l'on a et que l'on rencontre, c'est l'effet miroir. Les personnes que l'on a sur notre chantier, en fait, ont vécu ça, ou des fois, en fait, peuvent être à peine sorties, enfin voilà, d'un centre d'hébergement ou d'un accompagnement social, enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a souvent il y a un effet miroir qui peut arriver, des traumas qui peuvent ressortir, et où là, nous, en fait, on doit vite aussi accompagner parce que ça peut impacter du coup le travail de la personne. C'est-à-dire que, enfin voilà, là on a eu un cas dernièrement où en fait il y a un de nos salariés, trauma est ressorti comme ça. Enfin voilà, ça a été un peu, il a rencontré une personne qui avait un parcours de vie similaire au sien. Donc enfin voilà, le savoir expérientiel, c'était un peu trouble. Et en fait, il a fallu agir vite parce qu'il avait besoin justement de s'exprimer par rapport à ça. Enfin, personnellement, moi, je ne suis pas apte, je ne suis pas psy et enfin voilà, je les accompagne sur leur projet professionnel. Donc, enfin voilà, on n'a pas le rôle, nous, en fait, de pouvoir recueillir leurs paroles. Donc, en fait, c'était de faire appel du coup à un psychologue
pour pouvoir l'accompagner assez rapidement sur ces questions-là. On a aussi l'aspect chantier d'insertion où en fait ils ne sont pas censés, ils n'est pas pérenne, ils ne peuvent pas. Alors on peut les embaucher en interne s'il y a des offres sur la fondation, mais c'est pas assuré puisqu'on recrute pas tout le temps non plus. Et puis le but c'est qu'ils partent pour autre chose. Donc enfin, un meilleur contrat, enfin, voilà, une formation qualifiante, un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Et donc, il y a ce côté où, en fait, il va y avoir un attachement entre les personnes concernées et les salariés en insertion qui va se créer. Et ce lien, bah, en fait, du jour au lendemain, et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, où, en fait, bah, ils trouvent du travail et c'est un peu, on nous prévient la veille pour le lendemain, c'est, ah, j'ai trouvé du travail, je commence demain. Ça arrive très souvent. Et donc, en fait, la personne ne revient pas. Donc, il y a tout ce questionnement de, mais pourquoi elle ne revient pas? Enfin, voilà. Il y a aussi des situations où bah, la personne ne souhaite pas renouveler son contrat, parce qu'on fait des renouvellements de contrat de 6 mois, ou en fait, enfin, même nous aussi, des fois, on va faire le choix de ne pas renouveler son contrat, on va l'accompagner vers autre chose. Donc, en fait, il y a tout ce côté, en fait, soudain qui peut arriver, et bah, en fait, où les personnes concernées sont un peu perdues, ne comprennent pas directement, enfin, en général, nous, en fait, c'est de l'entrée et sortie permanente, donc on embauche derrière, parce que, enfin, voilà, c'est quand même, il faut que ça roule sur le chantier. Donc, en fait, il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a de la méfiance, il faut reprendre encore ce travail de confiance qui peut prendre du temps, des fois, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, et enfin, c'est vraiment, ça, c'est une grosse difficulté que l'on a et que malheureusement, enfin, voilà, c'est le jeu du chantier, donc on ne peut pas aller à l'encontre de tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une de nos difficultés que l'on a. Pour les leviers, alors, sur, euh, sur la, sur la paire et danse, on fait appel à une coach pour travailler sur la prise de recul. Donc, on travaille sur différents modes enfin, différents outils. L'année dernière, on a travaillé sur un arbre de vie où en fait, chaque salarié en insertion a fait un arbre de vie individuel, donc en partant des racines vers les fruits. Donc on avait les racines, d'où l'on vient, enfin voilà, notre ancrage culturel, notre ancrage aussi, enfin voilà, de vie. Euh, Ensuite, on avait le tronc qui, enfin voilà, était sur l'instant présent, donc un peu où est-ce que j'en suis dans ma vie, etc. Les branches, enfin voilà, mes aspirations, les feuilles où en fait on mettait les compétences et les fruits, c'est vraiment les objectifs. Enfin voilà, comment est-ce que j'amène tout ça. Et la dernière séance a été sur un arbre commun. Où en fait, ils ont mis en fait ensemble, enfin voilà, ils ont mélangé leur savoir expérientiel. Ils ont échangé là-dessus, ils ont présenté un petit peu aussi bah, leur parcours de vie, parce que c'est ça aussi qui n'est pas forcément évident, c'est de parler en détail de son parcours de vie qui est souvent quand même, enfin voilà, qui peut être assez compliqué. Donc c'est de pouvoir aussi bah, en fait faire le lien sans forcément rentrer dans le détail et ne pas non plus partir du moi-je et je sais mieux que toi. Enfin voilà, il y avait aussi tout cet aspect-là, parce que ça aussi c'est une difficulté qu'on peut avoir, enfin voilà, où les personnes peuvent devenir maltraitantes parce qu'en fait, moi, je m'en suis sortie. Elle a à peu près le même parcours de vie que moi. Pourquoi elle fait pas ces efforts? Ça, c'est quelque chose. Et en fait, notamment avec le coaching, on a pu aborder tout ça parce que certains au sein de notre chantier, certaines personnes, et d'ailleurs tous, ont à peu près des similitudes sur, sur leur parcours de vie. Donc voilà, on a travaillé sur ça. Et là, pour cette année, on aimerait en fait proposer autre chose ce serait plus du coup sur une sorte de podcast pour pouvoir en fait, enfin, voilà, sur des thématiques spécifiques, pouvoir parler de la pérédance et justement de mettre en avant, enfin, de développer cette compétence pour les salariés en insertion. Et aussi, on a un accompagnement psy que là, on est en train de mettre en place individuel, justement, enfin voilà, pour enfin, que ça commence dès l'entrée du parcours des personnes, qu'elles puissent rencontrer un psy, juste pour pouvoir échanger, enfin voilà, sans forcément partir sur 15 séances, enfin voilà, mais qu'elles sachent, qu'elles puissent savoir qu'elles ont une personne ressource avec elles
si elles ont des besoins, si elles ont besoin, enfin voilà, de déposer, enfin voilà, parce qu'elles se sont senties en difficulté par rapport à une situation qui leur rappelait, enfin voilà, leur parcours de vie, et d'avoir cette possibilité-là, en plus du coup d'un accompagnement professionnel. Et enfin, moi, ce que j'ai retenu comme enseignement, alors ça fait pas depuis longtemps que du coup je suis sur la pérédance. Je suis assez récente dans le domaine. Je suis rentrée à la Fondation Armée du Salut en mars 2024, donc c'était l'année dernière. Euh, c'est très intéressant. C'est vrai qu'au niveau, enfin, nous, on avait un cas, par exemple, pour les JOP. L'année dernière, on a eu des places pour que les personnes concernées dans des centres d'hébergement puissent participer, enfin, voir en fait des épreuves sportives pour les Jeux paralympiques. Et il n'y a pas eu beaucoup de succès. Ce sont des personnes qui sont relativement âgées et en fait, bah, c'est en échangeant, enfin voilà, avec une personne concernée et une paire aidante que en fait, on s'est rendu compte que bah, le sport, ça les intéressait pas plus que ça. Enfin voilà, eux en fait, ce qu'ils voulaient, c'était aller au musée, enfin voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que, enfin, il y avait quand même énormément enfin, cette personne s'est permise de se confier à cette salariée parce qu'ils savaient son parcours de vie, parce qu'ils avaient sensiblement le même âge, et que, ben, en fait, oui, il s'est autorisé à le dire, alors que l'animatrice, il ne l'avait pas dit. L'animatrice qui avait organisé, du coup, cette activité en pensant que, enfin, voilà, les personnes, ben, ça allait leur plaire parce que tout le monde lui a dit oui, et en fait, au final, ben, il ne s'est rien passé. Donc, c'est vraiment, c'est très enrichissant, même de les entendre, d'entendre les pères aidants échanger avec les personnes concernées. Enfin, il y a vraiment de débloquer certaines situations où en fait on voit la personne qui est en colère, qui, enfin voilà, est vraiment dans un état vraiment d'énervement et de pouvoir bah, justement calmer la personne, enfin voilà, la rassurer, la mettre en confiance. Et c'est vraiment c'est, ça apporte vraiment beaucoup de choses et ça incite vraiment à la participation parce que les personnes concernées se sentent beaucoup plus légitimes aussi à parler, à donner leur avis et à proposer, à être force de proposition, par exemple, sur des activités. Enfin voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Et l'enseignement aussi que j'ai retenu, c'est accompagner les pères aidants. Enfin voilà, ne pas les laisser sans filet, d'avoir toujours une personne ressource, enfin voilà, accessible quand ils en ont besoin sur des temps déterminés, mais enfin voilà, qui puissent aussi, bah, eux en fait, déposer leurs paroles, enfin voilà, exprimer leurs difficultés et aussi qu'ils puissent rebondir et en fait trouver des solutions. Donc, il y a les groupes d'analyse de pratique. Enfin, voilà, sur chacune des structures, on a des groupes d'analyse de pratique. Donc, les pères aidants y participent avec les autres salariés. Mais il y a aussi ces temps, en fait, de coaching où on va aborder, en fait, enfin, voilà, l'analyse de pratique d'une autre façon, avec un outil, enfin, voilà, avec un média pour, du coup, les accompagner au mieux. Voilà. Merci Louise, c'était fort synthétique, merci beaucoup. Alors en effet, ça peut paraître peut-être étonnant, hein, parce qu'en effet, par rapport à l'EHPAD, peut-être qu'on a du mal à voir les fils à tirer. Après, moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, et qui peut être, il me semble, transférable dans le secteur du grand âge, c'est la liberté de parole, c'est-à-dire qu'avec un père, on se sent plus libre de partager certaines choses parce qu'il a le même vécu. Et puis l'accompagnement formation quelque part. Alors peut-être que, et Stamena va peut-être nous en parler plus après, puisque Stamena va présenter en effet la pérédance qui peut être entre résidents, entre professionnels, à famille. Et c'est vrai que dans les EHPAD, il y a souvent de l'accompagnement et de la formation des aidants familiaux, par exemple. Mais voilà, il y a toujours cette question de ne pas laisser seuls les gens, les personnes face à cette prise de responsabilité quelque part, hein. Même si c'est de l'entraide, ça reste quand même une prise de responsabilité. Ce que je vous propose, c'est si vous avez une ou deux questions pour Louise, de clarification ou de choses que vous souhaiteriez creuser, je vous propose de prendre 5-10 minutes si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, on peut demander à Stamena d'enchaîner et puis on aura un temps d'échange après. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour Louise suite à son intervention.
Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être que ça viendra peut-être dans l'échange plutôt après avec Stamena. Mais moi, j'étais très intéressé par comment on arrive à passer justement du vécu au savoir expérientiel. Donc expérientiel, pardon. Donc le côté coaching, accompagnement, formation. Donc là, vous aviez donné déjà quelques éléments avec l'arbre de vie, l'analyse de la pratique. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment à mon avis le sujet. Comment on aide à passer, à mettre en forme et à permettre aux pères aidants de valoriser cette image-là. Alors, particulièrement, je pense, pour vous, par rapport à des parcours, comme vous l'avez dit, qui sont peut-être plus compliqués. On le verra peut-être par rapport au champ des personnes âgées, où il y a peut-être moins de ces problématiques-là. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant à creuser. Je vous laisse réagir, Louise, si vous le souhaitez. Oui, alors, nous, en fait, enfin, on a un peu cette obligation en tant que chantier d'insertion, en fait, de former aussi les personnes. On est parti sur en fait, la particularité des chantiers d'insertion, le format juridique, c'est sur des secteurs non marchands et souvent novateurs. Donc, la pérédance, dans le social, ça reste novateur. C'est pas forcément reconnu. Donc, nous, en fait, on travaille quand même sur ça avec la Fédération des acteurs de la solidarité, justement, sur des formats, formation vraiment professionnalisante euh, dans le secteur du social. Là, en fait, nous, sur le chantier, on est là depuis quand même 2019. On continue sans arrêt à essayer de trouver des moyens de former nos pères aidants au mieux et justement, en fait, d'avoir cet aspect professionnel de cette compétence. Donc là, nous, on travaille sur ça, mais on aimerait développer quand même de façon un peu plus concrète tout ça, comme on peut le retrouver dans le secteur du médical avec la paire aidance, enfin, les médiateurs en santé paire. Il y a des formations du coup qui sont reconnues. Et en fait, on aimerait quand même plus l'axer sur ce côté précarité, enfin voilà, isolement, etc qui n'existe pas forcément pour le moment. Et c'est vrai que on continue à réfléchir là-dessus. Je sais qu'il y a des structures comme c'est un autre chantier d'insertion qui s'appelle les Enfants du Canal, qui Mhm. intervient sur Paris, qui pratique de la levure en maraude auprès des personnes vivant en rue. Et je sais que eux, ils travaillent sur ça justement avec Alpha Psy, qui est un cabinet de psychologues qui est spécialisé sur la péridance où en fait il développe justement en ce moment une formation sur ces thématiques-là pour pouvoir vraiment proposer quelque chose de plus, enfin voilà, un parcours pour les pères aidants qui soit un peu plus clair pour la formation. Je ne sais pas du coup si ça donne d'autres pistes, mais ouais. Merci beaucoup. Merci, merci Louise. Juste pour information, ce qu'on avait pour ce temps, on avait sollicité nous aussi la Haute Autorité de Santé qui est en train de lancer un travail sur la pérédance. Donc ils nous ont informé qu'ils seraient ravis de venir intervenir, mais pas tant que les travaux sont pas terminés. Donc ils attendent de finir leur cycle de travail et c'est pas encore terminé. Donc peut-être qu'on pour poursuivre les débats, on espère justement que leur travail permettra de produire des outils de cadrage, de ressources, etc. pour l'ensemble des associations qui sont intéressées. Merci Louise. Je propose pourriez-vous transmettre les coordonnées des accompagnants, s'il vous plaît, psychologues? Est-ce que vous auriez la Oui. possibilité? Ouais, je vais les Voilà. mettre, Ok. je les donnerai sur le chat, y a pas de souci. Voilà. Donc Louise va aller chercher tout ça. Mais je trouve intéressant en plus le coaching. On parle de coaching, ça peut regrouper plein de choses, mais ça peut être, c'est intéressant parce que ça peut être individualisé. Stamena, je propose de partager la présentation et tu me diras à quel moment tu veux que je fasse défiler les choses. Je te laisse te présenter en attendant peut-être. Donc, oui, c'est Amena Yaneva, je suis directrice d'un EHPAD à Cannes de 79 lits et je suis ravie de pouvoir intervenir sur ce sujet on l'avait un petit peu abordé. Je te remercie Isabelle. J'ai trouvé très intéressant ce qui n'a pas été présenté aussi par Louise. Et en effet, voilà, la question c'est comment on peut transposer ça dans un EHPAD avec des personnes âgées. Et j'ai aussi essayé un petit peu voilà, de ne pas que vous parler, de mettre aussi quelques slides pour permettre
peut-être de structurer un petit peu l'intervention sur des choses qu'Isabelle a déjà dit, donc on peut passer assez rapidement, mais quand même c'est un mot valise, c'est intéressant de se le dire, et que sur la slide suivante, il y a aussi un petit rappel des origines historiques de concept, et il est vrai que c'est quelque chose quand même qui vient plutôt du handicap, de l'insertion. Il y a des choses très intéressantes sur c'est pour ça que je vous ai mis aussi les références si vous avez besoin d'aller regarder. À l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté a quand même beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, j'ai voulu, quand je commençais aussi à travailler pour me présenter aujourd'hui et vous donner les quelques exemples, euh, travailler dessus et j'ai trouvé le sujet extrêmement intéressant et porteur quand même pour nous. Alors, pourquoi c'est devenu tendance aujourd'hui? Très bien, évidemment, le virage participatif. On a fait même à la FEP une intervention sur laquelle on a rediscuté la place du patient, qui est toujours patient, une sorte de sujet un petit peu passif aujourd'hui. C'est une question vraiment éthique et autres, voilà, qui se pose là-dessus. L'efficacité est démontrée aujourd'hui de la paire aidance. Il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà publiées là-dessus, même si pour nous c'est une nouveauté, c'est une tendance, donc c'est vrai. Et la pression sur le système de soins. On ne peut pas quand même occulter le fait que, comme il y a une pénurie des professionnels et que toutes les solutions qui peuvent être liées au bénévolat, aux pères aidants, aux personnes qui peuvent soutenir une action qui est en train de, voilà, qui est en train de s'effriter au niveau de la formation, peut en tous les cas soutenir nos structures, les politiques publiques puisque maintenant il y a aussi des financements et ainsi de suite. Encore une fois, les références aussi anglo-saxonnes là-dessus, puisqu'elles travaillent aussi sur le sujet. Et la résonance sociétale, le récit personnel, voilà. C'est quelque chose qui est maintenant valorisé, qui aussi rentre davantage dans les mœurs, que mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu, peut tout à fait être partagé et servir par la suite. Ce que je voulais vous dire par la suite, c'est quand même aussi dans le cadre de cercle des personnes âgées, j'ai essayé aussi de nous rattacher au socle spirituel, puisque c'est quelque chose malgré tout qui est dans l'entraide, aider son prochain et en tous les cas trouver le chemin vers l'essentiel. Ça nous ramène à un socle spirituel existentiel au-delà de socle professionnel, qui permettrait aujourd'hui, dans le monde complexe que l'on connaît, de se rattacher par la paire aidance, voilà, à la relation entre égaux, puisque c'est quand même le fondement aussi de cette notion-là. C'est entre égal que l'on va échanger et c'est pas l'expert qui va prendre le dessus sur une personne dans cette relation de paire aidant. Et alors, un EHPAD, cet acte de fraternité professionnelle et spirituelle peut prendre tout à fait un relief particulier, puisque en effet, on affronte la finitude, et c'est cette réciprocité qui peut donner du sens et de l'espérance quelque part. Juste après, voilà, c'est pour évidemment, ça c'est quelque chose de très évident. On peut être père aidant, résident et résident. On peut être père aidant professionnel. On peut être père aidant famille aidant famille. Et malgré ce que Isabelle vous nous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup centré mon intervention sur famille. Or, c'est vraiment un puits d'inspiration, de possibilités, puisque je pense que il y a vraiment quelque chose qui peut être rattaché, père aidant dans les familles, surtout chez nous en médico-social, en EHPAD, et c'est un sujet qu'on pourra peut-être approfondir dans le cercle des personnes âgées, puisque ça peut être très intéressant. J'ai Est-ce remis un que petit peu. Stamena, je peux Oui. juste pour spécifier, parce que je vois cette diapositive qui est très intéressante, dans ce qui existe déjà ou se teste et dans les idées à piocher, ça c'est assez générique, c'est pas forcément des choses mises en place dans ton établissement. Ah si, nous par Ok. exemple, voilà, tout à fait, mais Alors ce je veux sont bien que tu nous dises ce que vous mettez en place dans toutes ces... parce après, qu'il y a beaucoup de choses assez intéressantes. oui, j'aurai après des exemples Ok. concrets parce que en effet, je peux vous dire ce que l'on fait.
Et en effet, pour me rattacher un petit peu à la partie professionnalisation de la paire et danse, parce que c'est quand même, il y a quelque chose, voilà, qui est lié au cadre, et ce que l'on ne fait pas encore, parce que c'est là où il faudrait vraiment avancer. Et ce qu'elle a dit, Louise, l'arbre, voilà, L'arbre de l'arbre, vie. voilà, le coach, le coaching, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement utile, et vraiment quelque chose peut-être de plus souple que la formation des pères aidants et ainsi de suite, et ou l'échange avec la psychologue ou l'accompagnement par des professionnels, c'est quelque chose de très intéressant, mais c'est voilà. En effet, nous on demande par exemple à un représentant des familles de tenir lors de l'Assemblée générale des familles, de présenter un vécu, une expérience ou voilà, ça peut être même des choses liées à son vécu vis-à-vis de l'institution et ainsi de suite. Voilà. Après, on peut discuter toujours euh, quels sont euh, les facteurs qui rendent ça de la paire et danse et quels sont les manques de l'autre côté pour le rendre vraiment concrètement comme une démarche structurée, organisée et vraiment intégrée de paire et danse au niveau de la structure. C'est celle-là la petite subtilité. Alors, si on passe après les repères chronologiques, c'est parce que quand même, et là, le note de cadrage de l'HAS aujourd'hui est arrivé. Quand on disait que c'était aussi une notion qui revient, qui est importante aujourd'hui, c'est parce qu'en tous les cas, on y passe dans le cadre de nos évaluations aujourd'hui, et c'est dans le référentiel de l'HAS. Donc, forcément, on va être interrogé sur ce qui est fait dessus. Ce n'est pas un critère impératif, mais c'est quelque chose qui, en tous les cas, est rentré dans l'évaluation de la qualité des services. Donc, cette notion et ce traitement voilà, de la situation. Juste derrière, clé pour ouvrir les dimensions spirituelles, puisque ça, c'est quelque chose qui nous est important. Et on peut passer ensuite à peut-être aux exemples concrets qui sont attendus davantage, je pense, par le cercle. Alors, juste après, je peux vous présenter le profil de l'établissement. Parce que les Bougainvilliers est un Tu, établissement tu reviendras associatif. sur les applications concrètes en EHPAD, c'est ça, Oui, Stamena? tout à fait. Ok. C'est en fait justement après, par rapport aux attendus aussi, c'était la présentation de notre établissement et du contexte. Et je pense, Isabelle, que c'est très important, en effet, de situer malgré tout la pérédance dans un contexte. Je ne suis pas certaine que c'est un sujet qui peut être traité avec sérénité ou si ce n'est pas vraiment le cœur de métier, Mm. comme c'est le cas, je pense, davantage chez Louise, à la formation et ainsi de suite. Et comme chez nous, on ne peut pas forcément comme ça de manière spontanée relier ça au cœur de métier. C'est quelque chose qui va peut-être voilà. Je pense que le contexte de l'établissement est important. On est un établissement en effet situé au centre-ville de Cannes, avec un reconnu d'utilité publique, avec euh, avec euh, avec une concurrence qui est très forte, mais pas sur le tarif, puisqu'on pratique un tarif journalier qui est plutôt dans les moyennes basses à Cannes. On accueille beaucoup de Cannois ou énormément de personnes qui viennent du département des Alpes-Maritimes. On est situé vraiment à proximité immédiate de la culture, des monuments les plus importants de Cannes, de la mer, du marché de la vieille ville. Et on a ce contexte-là permet quand même de se dire qu'il a une attractivité quand même de l'établissement. Et on a un GMP, voilà, quand même, c'est la dépendance des résidents. On a quand même un public qui peut être très diversifié entre les personnes qui sont en fin de vie, classiquement dans un EHPAD, et des personnes beaucoup plus autonomes, qui va permettre, si vous voulez, de maintenir quand même une dynamique dans le public qui nous permettra peut-être de développer un certain nombre de choses. Mais je pense que ce contexte-là est important. Beaucoup de présence de famille, beaucoup de familles, grande stabilité quand même des résidents plus âgés, plus jeunes. On peut avoir une durée de séjour de 4 à 5 ans et on a encore des résidents qui sont là depuis 15 ans. On le verra aussi dans les exemples. Et pour continuer un petit peu après, derrière sur la slide, il a déjà une culture participative. Je vous ai mis aussi parce que le Conseil de vie sociale est extrêmement dynamique au sein de notre établissement et il se réunit tous les mois. En 2024, il a eu 10 réunions de Conseil de vie sociale extrêmement fréquentées. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour la Haute Autorité de Santé, on a mis même l'étoile sur ce sujet, puisqu'en effet, c'est quelque chose qui est très dynamique, qui existe,
qui est très recherché et dont les résidents et les familles investissent beaucoup. Et c'est quelque chose qui permet, si vous voulez, quelque part de puiser des racines, de construire sur ces bases-là. On a pu réussir à entraîner tout le collectif sur la préparation de l'évaluation HAS, par exemple, à la qualité de l'établissement. On a pu co-concevoir des outils ou travailler sur le chantier, puisque je vous ai pas dit, mais nous, on a un très vaste projet de rénovation et réhabilitation. Il y a eu déjà des travaux très importants qui se sont tenus l'année dernière et qui vont continuer jusqu'à 2030. Mais les usagers participent de manière très active à tous ces passages très efficaces. Et, et en fait, on peut valider avec le conseil de vie sociale énormément de choses, les politiques de l'établissement, les outils qualité et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant intégré depuis, voilà, là, je vous ai donné 2024, mais cela fait pratiquement 2 ans où le conseil de vie sociale se réunit. Quand il y a de nouveaux résidents, ils sont rapidement invités, cooptés, et on peut continuer comme ça à l'alimenter en tous les cas. D'ailleurs, dans notre règlement intérieur, on ne refait pas des élections puisqu'on coopte systématiquement des nouveaux arrivants, les familles et les résidents. Donc, je pense que le contexte a un effet important. Et pour vous dire, c'est pour les, donc, on a beaucoup de projets intergénérationnels avec une offre aussi d'activités euh, non médicamenteuses par l'art et ainsi de suite pour l'art-thérapie pour accompagner aussi les résidents. Et alors, voilà. Revenir un petit peu, je dirais cet établissement depuis 9 ans. Et quand je suis arrivée, parce que mon bureau est situé vraiment dans le couloir pour aller vers la salle de restaurant, j'entendais systématiquement les soignants qui disaient, écoutez, Madame un tel, ne poussez pas le fauteuil d'un autre, et puis vous ne donnez pas à boire un tel puisque la fausse route. Voilà. Le discours soignant, la sécurité qui va malgré tout être extrêmement préoccupante dans nos univers. La culture soignante est aussi très, très présente. Et en effet, moi, comme je suis personne fragile, je ne peux pas aider une autre personne fragile puisque je me mets quelque part, j'ajoute au risque déjà existant, un risque de chute et ainsi de suite. Et je ne vous cache pas que c'était quand même quelque chose de très, qui me mettait très mal à l'aise puisqu'on présente nos établissements comme des socles aussi d'entraide, de solidarité, et en même temps, voilà, le tout sécuritaire, voilà, et en même temps, la sécurité des résidents, c'était tout à fait légitime, c'était des choses qui étaient parfaitement légitimes, et c'était assez gênant d'entendre ce genre voilà, de ne pas savoir comment traiter ce genre de situation. Et la prudence, le phronésis, qui est la sagesse, qui est pratique et qui est dans l'action, va équilibrer le bien et le juste, selon Aristote. Je me suis fait ma petite observation. Était vraiment quelque chose qui va pas rester. Comment dans cette tension-là, on peut avoir une question voilà, de comment transformer l'envie d'entraide, la spontanéité, qui est risqué, qui peut être risqué, en paire et danse, en soutien entre égaux, formé et sécurisé. On n'y est pas encore, hein. C'est pour ça que je disais ce qu'on a fait, comment on a réfléchi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, comment on peut travailler là-dessus. Évidemment, ça a beaucoup d'avantages. Et en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte en effet que c'est vraiment quelque chose à creuser parce que évidemment que quand j'aide mon prochain, je brise l'isolement, je renforce mon estime de moi-même et je peux aussi faire remonter des informations du terrain. Je n'ai pas encore parlé des salariés. Et ensuite, les dispositifs que l'on a pu mettre en place, c'est justement avec ce conseil de vie sociale qui est très actif. La présidente, quand même, je vous présente la présidente, elle est là depuis plus de 10 ans. Encore une fois, le contexte, malgré tout, qui a été aidant naturel, qui a perdu son mari. Oui, oui, on peut passer à la suivante. Excusez-moi, Isabelle. Je m'en- je me perds. Et en tous les cas, cette résidente-là, qui est présidente, qui a d'ailleurs été présidente, qui a démissionné du conseil de vie sociale, qui a tout un vécu au sein de l'établissement, aujourd'hui accompagne les nouveaux arrivants. Et c'est quelque chose qui est
voilà, peut être d'ailleurs encore formalisée. Et notre objectif, c'est aussi qu'on puisse préparer avec elle et le conseil de vie sociale le petit livret d'accueil qui va lui permettre à Madame A, Madame Ansar, de pouvoir toujours les accompagner, de leur présenter, d'organiser ce petit. Elles ont aussi des échanges qui sont un petit peu formalisés, mais qui permettent aux nouveaux arrivants de se retrouver en échange avec la présidente du conseil de vie sociale et ainsi de suite. Et c'est ce paire-là de nouvelles arrivants qui nous permet aujourd'hui de se dire, OK, c'est une démarche qui évolue. Là, par exemple, on organise aussi le vernissage des œuvres des résidents qui ont été produites au sein de l'établissement. Ils sont 3 à exposer leurs œuvres. Dans l'après-midi, c'est les résidents eux-mêmes qui vont tenir des ateliers dans lesquels ils vont expliquer leurs techniques, leur inspiration et ainsi de suite à tous les invités, dont de l'intergénérationnel et les autres résidents au sein de l'établissement. Ce sont des choses que je peux partager en tous les cas avec vous. Et pour passer à la suite, euh, pour les salariés, c'est encore quelque chose, puisque les salariés, la paire aidance, c'est toujours dans les notions de salariat où on va pouvoir, voilà, on va avoir des limites, même si on en parlera par la suite. Nous, il a une politique de prévention depuis un certain temps où la majorité sont formées, soit au PRAP 2S, soit SMS, et ainsi de suite, en fonction du service, en fonction du secteur et en fonction du fait où est-ce qu'on anime la démarche de prévention au sein de l'EHPAD, ou est-ce que, en tous les cas, avec les collègues, on va se retrouver sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est encadré par un cadre, une IDE formée et puis une assistante ressources humaines. Il y a aussi un préventionniste, c'est une personne ressource qui est présente 6 jours par an en présentiel sur l'établissement. Si vous voulez, c'est une démarche qui est déjà très formalisée et qui est instaurée sur plusieurs années, qui permet en tous les cas aux professionnels de se retrouver en position de père aidant sur le terrain pour pouvoir corriger les gestes, montrer en live entre collègues, faire des petites photos ou utiliser les outils déjà existants de la préventionniste. On est soutenu parce qu'on a des outils déjà existants, ce qui évite voilà, de travailler, de produire aussi. Ce qui peut, en tous les cas, les salariés vont demander toujours un père aidant. Il faut savoir que c'est une ressource qui doit être rémunérée. Donc aujourd'hui, malgré tout, on va systématiquement avoir aussi cette tension avec les salariés. Sinon, c'est salarié père aidant, mais qui est recruté dans un contexte de père aidant. Je ne sais pas C'est si là qu'on retrouve un peu le oui, modèle de Louise, en fait. exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demander à un salarié d'être aussi père aidant, c'est quelque chose qui va rencontrer des limites, sauf quand on recrute un salarié père aidant déjà, avec une fiche de poste, avec des spécificités. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, voilà, compliqué. Euh, alors, on peut passer à la suite, bien sûr. Alors, j'ai un petit exemple aussi qui à moi me parle. Je suis en EHPAD. Mais voilà, Madame R, de 93 ans quand même, elle présente le risque euh, de démence assez avancée. Son état émotionnel est stable, son discours adapté. Elle a une orientation temporelle qui est altérée, orientation spatiale qui est à peu près préservée. Elle a un niveau des fonctions mnésiques et mémoire immédiatement qui est mobilisable, mais elle a une mémoire de rappel difficile à mobiliser, même avec indication. On note une grande difficulté à mobiliser la mémoire de travail et les capacités attentionnelles. Je vous fais une petite lecture de son état, de son évaluation psychologique, parce qu'elle a des fonctions instrumentales qui sont préservées, le langage oral et écrit est préservé, les praxis également. Ce sont les risques de cette personne-là. Elle a un score au MMS de 18-30. Elle a un niveau socio-culturel professionnel. On pose l'hypothèse d'une démence à un stade modéré, voire avancé. Donc, elle rentre en GIR 4-3, on observe un petit peu. Elle a autorisation, elle a la liberté d'aller venir. Or, c'est une résidente vraiment qui n'a pas des capacités résiduelles suffisantes pour revenir malgré tout. Donc, on accepte le risque jusqu'à jour, elle ne saura peut-être pas retrouver le chemin pour rentrer à la maison de retraite. Alors, elle nous informe de ses allers-retours, elle va toujours faire son petit tour le matin et ainsi de suite. Alors, il s'avère qu'en février, Madame Richard, de cette année, donc elle est admise il y a 4 ans. En février, Madame Richard est hospitalisée.
Et là, on a des témoignages de résidents. On a à peu près 4-5 qui arrivent dans les bureaux tous les jours et qui sont extrêmement inquiets parce que Madame R de 93 ans s'occupait tous les jours de ramener un tel ou un autre dans la chambre. Tous les soirs, elle restait plus d'une heure dans la salle de restaurant après le repas à discuter avec une autre personne. Qu'elle passait le soir faire un petit coucou dans les chambres des résidents, et ainsi de suite, et que c'était en fait une personne extrêmement importante pour ses pairs et qui réalisait énormément de tâches qui lui permettaient qui lui permettaient, sans aucun doute, ces micro-gestes quotidiens réduisaient la solitude et certainement maintenaient Madame R active, orientée et la rendait utile. Alors, nous avons quand même aujourd'hui une ultime conviction que voilà, justement ces capacités-là qu'elle développait de manière très spontanée, de très naturelle, les permettaient de maintenir en tous les cas voilà, une partie de ces capacités résiduelles. Et on se rend compte aussi que l'impact social d'un père aidant devient vraiment visible quand il disparaît. En fait, elle est partie. On s'est rendu compte de l'énorme bien-être qu'elle a porté à 4-5 résidents, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et on s'est rendu compte aussi que sans le cadre, sans l'entraide proposée d'une personne ressource, s'évanouit dès que voilà, la personne disparaît ou décline. Donc voilà. Et là, on découvre beaucoup d'avantages. En même temps, voilà, la personne n'est plus là. Voilà, ça ne peut pas continuer. Et en plus, en même temps, elle a réussi comme ça à maintenir ses capacités. De fait, l'intérêt de pouvoir en effet professionnaliser cette démarche. Isabelle, je suis trop longue sur ce passage. Non, non, mais c'est passionnant. En plus, c'est intéressant parce que là, tu as un exemple très concret. Donc, vas-y, continue. Et c'est quelque chose qui n'a pas été, voilà. En fait, c'est la difficulté de passer de l'entraide spontanée, mais qui est invisible. Parce que tout ce qui est spontané et invisible, finalement, ça existe, ça. C'est ça qu'il ne faut pas brider et qu'il faut laisser s'épanouir quelque part. On peut très bien être attentif aux signaux faibles. Et comment le faire entrer dans une démarche reconnue, qui va être soutenue, qui va être évaluée au bénéfice de tous et notamment auprès de nos tutelles, ARS, HS et ainsi de suite. Donc c'est ça la subtilité aujourd'hui et c'est extrêmement intéressant de se dire que voilà, c'est quelque chose qui peut être très important. Évidemment, contexte, c'est pour ça que les éléments de contexte sont extrêmement importants. On manque de personnel, on manque de quelles seraient les priorités d'une structure. La confusion des rôles, la culture et la posture. On a parlé de la culture soignante où on n'aide pas parce qu'on prend des risques. La posture aussi de la direction des uns des autres. Comment on s'entraide et comment on soutient la solidarité. Les limites, évidemment. Aujourd'hui, comment je peux demander, par exemple, à un résident veuf de partager son expérience douloureuse sur le deuil et ainsi de suite avec un autre. Il y a aujourd'hui encore des tabous, même si on est dans les établissements où la mort va arriver et va arriver pour chacun des résidents. C'est encore aujourd'hui des sujets qui sont extrêmement difficiles à traiter ouvertement. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui, et après avoir travaillé sur ce sujet-là, que justement, il y a quelque chose à rechercher dans la pérédance là-dessus. Puisque c'est nous qui avons du mal avec la mort, le deuil, des fois, hein, et que les résidents, eux, ils sont quand même peut-être plus en capacité de nous soutenir, voilà, sur ce sujet. Enfin, pas plus, mais en tous les cas, ils sont en capacité de nous soutenir. La coordination, je pense que voilà, pardon, parce que les difficultés, il y a besoin comme malgré tout de coordonner ces interventions et de reconnaître. On a parlé du salaire pour les salariés et on parle aussi mais la reconnaissance des résidents, je vous assure, c'est quelque chose qui les transforme, hein, parce qu'ils deviennent vraiment de patients qui rentrent avec des dépressions, avec des difficultés. On retrouve des gens extrêmement engagés dans la société, dans le vécu de l'établissement, qui s'occupent de toutes les choses, des travaux, du jardin, du chien, en fait, et qui sont extrêmement investis et qui retrouvent un rôle social et ouais, très, très fortement. C'est extrêmement agréable. Et la difficulté malgré tout, parce que les résidents aussi sont extrêmement tolérants, agréables avec nous, quoique ça dépend voilà, des profils. Hein, et des pathologies. Par contre, il y a malgré tout une difficulté qui va rester de tolérer et d'accepter la diversité
et les décidences parmi les pairs. Voilà. Il a aussi quand même cette notion-là qu'il faudrait intégrer, qu'il n'y a pas tous les résidents qui sont à l'aise avec le résident en face, hein, quel que soit son vécu. Pour continuer un petit peu, excusez-moi Isabelle, les facteurs de réussite. Oui, je pense que les signaux faibles, le contexte, soutenir cette démarche-là, vraiment, voilà, malgré tout, se rattacher voilà, à ça. Et en effet, les formations courtes et ciblées, je pense que le coaching, les ressources clés qui peuvent être des paramédicaux, l'art thérapeute, la psychologue, la psychomotricienne, si on parle de choses qui sont liées à la mobilité, je pense que ce sont des professionnels en interne qui sont des vraies sources de richesse, même sur les petites formations ou l'accompagnement des pères aidants. Je parle beaucoup des résidents, hein, mais je pense que c'est là-dedans que c'est très intéressant. Et la co-construction, c'est quelque chose qui se fait déjà au Conseil de vie sociale, et qui devrait encore plus se faire avec d'autres groupes de travail pour construire. On va réécrire ensemble le projet d'établissement sur ce deuxième semestre. Et voilà. Et régulièrement se rendre compte de comment ils vont les pères aidants, puisque c'était très intéressant ce que disait Louise, la charge émotionnelle, la capacité de partager des choses, la fatigabilité. On a aussi un public, nous, qui est extrêmement fatigué. Voilà. Donc, en effet, j'ai plus le père aidant, il a été hospitalisé, c'est le mauvais jour. Voilà, il disparaît. Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut et régulier. Et partenariat externe, en recherchant, j'ai trouvé une association française de pères et danse. Le site ne fonctionne pas, mais bon, je pense qu'on peut trouver des ressources territoriales. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, ça deviendra de plus en plus facile, je pense, avec aussi les travaux de l'HS. Excusez-moi, je vais un peu. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Très bien, on a un vécu qui est suffisamment riche pour nous permettre d'avancer. Il faudrait malgré tout une charte, savoir à quoi on s'engage et comment on s'engage avec un père aidant. Euh, il faudrait concrétiser un certain nombre de choses, et c'est pour ça que je vous ai mis quelque chose de très basique, comment on peut instaurer un cadre aujourd'hui qui nous permettra d'avancer assez rapidement d'ailleurs, puisque ça demande pas beaucoup d'investissement, surtout quand voilà il y a déjà tout ceci qui est présent. On peut passer ensuite, mais parce que on peut passer Isabelle, parce que voilà. Mais je pense qu'en effet, il faut commencer petit, et prototyper. Par contre, voilà, la clarification des rôles, des limites, le droit d'arrêter ou de se reposer, c'est des choses sur lesquelles je souhaite vraiment continuer à travailler avec les équipes et beaucoup valoriser ce qu'ils font déjà. Ça donne des ailes à tout le monde. Et bon, voilà, à mesurer, comme j'ai dit ensuite, en se racontant bien sûr ce qui se passe et à regarder. Sur la slide d'après, je pense qu'il a, voilà, c'est un petit peu ce que l'on a regardé. Il a un minimum, je pense, à co-construire, à créer avec les pères aidants, ou en tous les cas dans des groupes de volontaires qui seraient peut-être ciblés, qui pourront, ou des groupes de volontaires, ils ne sont pas ciblés, voilà, mais des groupes de volontaires, pour créer une charte. J'ai trouvé un petit bout de charte, voilà, c'est ça, ce site-là la Fédération des associations de pères aidants francophones. Bon, le père aidant reconnaît la personne accompagnée comme son égale en valeur et dignité, et ainsi de suite. En effet, la convention, parce que beaucoup de conventions de bénévolat existent, et ce n'est pas la même chose. En livret pratique, à quel moment je passe la main, puisque je pense que c'est aussi des choses qui peuvent interroger, comme ils les interrogent nos bénévoles, on va pouvoir se reposer complètement sur ça. Et puis avoir un petit suivi et puis évidemment évaluer pour que ça soit vraiment professionnalisé. Mais ça, c'est des sujets sur lesquels on souhaite avancer ensemble. Après, voilà, je me suis dit, bon, ça coûte pas grand-chose, c'est la coordination. Mais ça peut être aussi des personnes ressources. Nous, on a beaucoup de personnes en transversal, des postes qui nous permettent, en transverse, qui nous permettent d'assurer de la coordination. Beaucoup la psychologue, mais pourquoi pas l'art thérapeute, pourquoi pas la psychomotricienne.
la confidentialité, ce sont des choses toujours compliquées, la sécurité, la supervision, et comment les motiver. En effet, comment ne pas, voilà, comment ne pas laisser retomber voilà, la chose. Voilà. Euh, Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment démontré que ça a des effets extrêmement bénéfiques. Et pour finir, j'ai une petite annexe 4 que je peux vous transmettre juste après. Et voilà, on peut distinguer, voilà, les statuts. C'est ce que vous avez fait aussi, Isabelle, ce qu'il faut, je pense, avoir en tête. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose et que c'est important de bien, quand on en parle à nos professionnels ou quand on en parle aux résidents ou aux familles, je pense que c'est important de séparer un petit peu les notions de sorte à... Et d'ailleurs, voilà, dans le document aussi que je vous ai donné, Isabelle, je me suis vraiment fait un état détaillé de qu'est-ce qui est, quels sont comment on distingue ces choses. Voilà. Alors, je vais proposer justement, n'hésitez pas à poser des questions directement à Stamina, mais je vais partager les deux documents que tu as produits pour ton établissement. Juste si tu peux nous en dire deux mots sur Oui. leur utilité. Alors, attends, je recherche Père et Danse. Alors, c'est un document qui est un document de communication. Quand on disait de l'engagement, de la communication, quelque chose qui est très visuel, qui est vraiment mis dans les endroits stratégiques où les résidents passent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, où on a affiché. Tu vas me dire si c'est le bon. Attends, je partage. C'est celui-ci? Alors, tout à fait. Où on leur affiche quelque chose, où on leur dit, allez, voilà, voilà, allez-y, entraidez-vous. C'est un lieu de vie. Vous pouvez faire bénéficier les autres de ce que vous avez vécu. Et voilà. Et on leur donne quelques exemples simples. Donc, et c'est vraiment affiché à des endroits stratégiques, comme je vous ai dit, où ils vont passer plusieurs fois. Devant le restaurant, dans les espaces collectifs où il y a les ateliers qui se passent. Et quand on dit l'engagement de la direction aussi, quand on parle des discours qui peuvent être discordants, là, c'est un document qui permet, de manière très simple et visuelle, de dire non, on soutient cette démarche-là. On est vraiment cet état d'esprit. Alors, voilà. En s'écoutant les uns les autres, prendre le temps d'échanger quelques mots, très bien. Exemple concret, aider son voisin à trouver le bon chemin pour aller au jardin, partager ses souvenirs, donner un conseil, et ainsi de suite. Mais voilà, ce sont les prémices. Voilà, c'est ce que je disais, ce qu'on fait, c'est qu'on a encore, on a du chemin à parcourir. Et il y a un petit document qui est quand même un document à destination des salariés qui leur Ok, je permet, vais le chercher. si, c'est très court, hein, c'est voilà, rien de, je ne prétends vraiment pas auprès de mes collègues voilà, mais formaliser certaines choses à quelque part son intérêt, puisqu'on s'est posé autour d'une table et on l'a mis en place. Donc, ça permet déjà de remettre tout le monde au même niveau de compréhension. Et la paire d'un s'entraide entre collègues. C'est aussi la même chose de dire de manière très claire dans un protocole qui va être aussi diffusé, puisque dans tous les bureaux, il y a les protocoles, les classes et ainsi de suite, qu'on peut tout à fait faire appel à un collègue et qu'on peut tout à fait être un collègue qui va être en capacité de soutenir le nouvel arrivant et ainsi de suite. Et le volontariat, participation volontaire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut aussi vous être transmis facilement. Bah, Je ne sais pas merci, si Stan. ça... Bah, écoute, en tout cas, ouais, je trouve ça très complet et très intéressant parce qu'en fait, ça complète la présentation de Louise qui est dans un contexte particulier, en effet, avec des pères aidants salariés. Et tu l'as évoqué, hein, que ça peut être une difficulté dans les EHPAD, mais je trouve que tu nous as montré assez facilement que bah, la pérédance, elle existe en fait, et de ce que j'entends surtout, c'est qu'il faut la valoriser et on la voit pas toujours. Et donc, je trouve que l'exemple de Madame R était très parlant sur ça en disant, bah, il y a plein de choses qui se passent qu'on voit pas, et c'est quand les personnes ne sont plus disponibles qu'on s'en rend compte, et c'est comment finalement on l'encourage, on le valorise. En fait, on dit toujours, la difficulté, c'est donner à voir en fait.